organise ce soir ce cours. Tous les jeudis, il y a une discussion hein, ici. Euh, comme vous le savez tous, il y a bientôt des élections, les élections municipales. Et on voulait un peu amener une réflexion autour de, justement de ce que peut faire une municipalité en termes d'adaptation par rapport à des situations un peu compliquées qu'on pourrait connaître relativement rapidement si on en croit les scientifiques qui nous alertent sur le dérèglement climatique. Et on aura cet échange donc avec Alexandre Boisson qui a commis un petit ouvrage qui s'appelle Face à l'effondrement si j'étais maire et qui anime une association qui s'appelle SOS Maire en France. Donc je le laisserai présenter puis présenter son ouvrage et puis vous rappeler que nous ici au-delà de ces discussions, on essaye de constituer, de renforcer un mouvement Roubaix en transition, c'est-à-dire essayer ensemble de trouver les voies pour transformer radicalement nos modes de vie dans une ville comme Roubaix et être en capacité de résister peut-être mieux à des situations compliquées et notamment essayer de développer une économie de l'entraide entre nous et avec le quartier. Et s'il faut bouger, on sera peut-être plus agile pour réorganiser, pour limiter des situations de violence aussi qui pourraient advenir. Voilà. Donc ça va être peut-être un peu grave comme sujet ce soir, mais je pense que c'est important d'y réfléchir ensemble. Et donc je laisse la parole à Alexandre pour une 30-40 minutes, et puis ensuite on aura une discussion avec lui. Voilà, merci. Merci à toi. Surtout, n'hésite pas à m'arrêter parce que quand je pars, vous me recentrez sur ce qui vous intéresse ce soir. Mais merci d'être là sur un sujet aussi particulier qu'est la collapsologie. Collapsologie, donc ça vient de collapse. Collapse veut dire effondrement. Mais ça ne veut pas dire non plus fin du monde. Étonnamment, ça ne veut pas dire ça. Au contraire, c'est-à-dire fin d'un monde, un monde qui était facilité par des énergies fossiles peu chères et qui va changer parce que on est sur une planète avec des limites. Et quand il y a des limites, au bout d'un moment, quand on vit quelque chose qui est limité, ça s'arrête tout simplement. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui sont encore dans le déni quant à ces questions de ressources. C'est vrai qu'on trouve encore du pétrole, mais il faut savoir, par exemple, que chaque jour est consommé l'équivalent de 100 millions de barils de pétrole. Donc c'est colossal. Et quand on trouve, par exemple, 1 milliard de barils de pétrole, ça fait 10 jours. Donc il faut les trouver déjà, les poches d'1 milliard de barils de pétrole. Alors, vous allez me dire, oui, ça c'est bien, mais c'est loin. Et nous, on met peut-être un peu d'essence dans la voiture, mais à quoi ça nous concerne ces quantités de pétrole? Chaque Français consomme par jour 4,3 litres de pétrole, qu'il soit le nouveau-né ou qu'il soit la personne âgée sur son lit de mort. C'est une moyenne. Parce que même si vous ne vous déplacez pas, quand votre facteur vous amène le courrier, il consomme, alors peut-être pas lui parce qu'il arrive en vélo, mais en tout cas la Poste va consommer du pétrole, tout un tas de services vont consommer du pétrole. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de pic pétrolier. Pic pétrolier, donc c'est quand on a atteint le maximum de ce qu'on pouvait extraire du sol, et après c'est comme une courbe qui monte en cloche. Et après, donc, il y a le déclin. Et quand il y a déclin, je vais vous ramener à une image. Les États se comportent comme les individus. Et qu'est-ce qui se passe quand on vous annonce le soir aux 20h, au journal de 20h, qu'il va y avoir des stations-service? Que font les gens? Ils filent à la station-service, remplir des bidons et faire des réserves pour eux. Pas pour la voisine, ou peut-être un peu, mais majoritairement pour eux. Les États font exactement la même chose. Quand on annonce un problème de pénurie, la pénurie advient avant qu'elle ne soit physique. C'est-à-dire que c'est dans le comportement des gens qu'on accélère le phénomène de pénurie. Alors,
je vous fais ce plantage de décor pour vous ramener à du beaucoup plus local après. J'aimerais que dans la salle, ceux qui cultivent leurs légumes, qui font leur jardin, lèvent la main. Nous sommes combien ce soir d'ailleurs? Je ne sais pas, une trentaine de personnes. J'ai vu trois mains levées. Est-ce qu'avec ce que vous cultivez, ou 4 peut-être, bon, est-ce qu'avec ce que vous cultivez, vous avez de quoi vous nourrir, vous? Non, déjà pas. Et c'est assez rare qu'on trouve des gens qui arrivent à être en autonomie complète. Mais imaginez que les 3 personnes arrivent quand même à cultiver pour elles-mêmes. Est-ce que vous pensez que ces 3 personnes pourraient nourrir la salle? Bien sûr, la réponse est non, et la question est complètement con. Mais c'est à peu près la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce que nous consommons aujourd'hui est essentiellement ce qu'on va chercher dans les supermarchés. Et d'ailleurs, quand la mairie prévoit pour les catastrophes des mesures de sauvegarde, la mairie, l'équipe municipale, le maire, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à réquisitionner dans les supermarchés et dans les supérettes. Bon, tout ça c'est très bien, quand on n'a pas de problème justement pour alimenter ces supérettes. Ce que je viens de dire au tout début de mon intervention, c'est qu'on va avoir des problèmes sur l'énergie. Donc, s'il y a un problème sur l'énergie, il y a un problème sur les transports. Et les transports amènent dans les supermarchés ces fameux fruits et légumes qu'on ne fait pas pousser de nous-mêmes. Donc, quand une mairie prévoit de réquisitionner dans les supermarchés et les supérettes des fruits et légumes, c'est bien quand le monde fonctionne sur son mode normal. Dans un monde dégradé, ça ne fait plus sens, parce que les supérettes risquent d'être vides. Et c'est pour ça que nous, avec SOS Maire, on travaille, donc SOS Maire, MAIRES, donc pour les mairies, donc les communes, on travaille à faire en sorte que Stéphane Linou, donc qui est un élu, qui a fait un travail formidable de 20 ans d'enquête sur notre vulnérabilité alimentaire, on fait en sorte que lui soit de plus en plus entendu. Pourquoi? Parce qu'au regard des alertes qui nous sont lancées, je répète, problème de pic pétrolier, pas seulement, il y a aussi des problèmes qui nous sont annoncés par l'ONU sur des crises climatiques. Climat, ça veut dire qu'on va avoir des problèmes à cultiver certaines terres, parce que il fera trop chaud, il manquera d'eau. Bon. Mais revenons à l'énergétique. À partir du moment où on commence à avoir des problèmes sur l'énergie, on va avoir des problèmes en local, nous, d'alimentation. Des problèmes pour faire que de plus en plus, on soit protégé. Ce que nous faisons avec SOS Maire, c'est de faire connaître le travail de Stéphane Linou sur la vulnérabilité alimentaire, pas seulement auprès des mairies, parce que le maire, il est impuissant, lui, si il est de bonne volonté, il veut faire quelque chose, mais que les administrés ne sont pas conscientisés sur la problématique qu'il y a, ben, il pourra faire toutes les mesures qu'il veut, il pourra donner des jardins partagés, il pourra donner des terrains, il ne se passera rien. Les gens vont continuer à aller vers le plus facile. Et c'est juste une vue de l'esprit, aller vers le plus facile, qui serait donc aller au supermarché. Non. Parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives positives qui démontrent que quand on fait une régie agricole communale ou qu'on laisse des terrains à des permaculteurs ou à des gens qui ont des idées, et d'une, on construit de la résilience alimentaire, et de deux, on renforce naturellement la sécurité de sa commune. Voilà. Donc on fait un travail qui est SOS Maire. Nous faisons un travail d'information sur les travaux de Stéphane Linou, essentiellement dans un premier temps, parce que la première des résilience donc c'est la capacité à se remettre d'une crise, la première des résiliences à prioriser, c'est celle de l'alimentation. À partir du moment où on va commencer à avoir des administrés qui vont aller demander
où en sont les plans communaux de sauvegarde. Ça, c'est du devoir du maire, et du préfet d'ailleurs aussi, de prévoir les crises majeures. On appelle ça d'ailleurs l'émanation du plan communal de sauvegarde. Ce que vous pouvez consulter, ça s'appelle le DICRIM, le document d'information communal sur les risques majeurs. On a essayé de demander à la ville de Roubaix, mais personne ne sait où il est. Voilà, on n'a pas trouvé le DICRIM. Voilà. Bien souvent, on a ce problème-là. Et nous, le but, je fais une petite parenthèse, c'est de pas couper la... On fait pas de chasse aux sorcières. On ne veut pas couper la tête des gens qui n'ont pas pensé à remplir leur DICRIM. C'est pas bien, mais le but, c'est d'aider. Nous, on est dans l'entraide, dans la bienveillance. Il y a des fois, on gueule, il y a des fois, on menace avec SOS Maire d'occuper des terrains, de mettre en justice certains élus qui ne veulent pas entendre. Mais majoritairement, notre idée, c'est d'aider les équipes communales. C'est l'entraide. Et c'est de conscientiser aussi donc, les administrés sur cette question-là. Alors, le DICRIM, j'y reviens. Document d'information communale sur les risques majeurs. À la différence du plan communal de sauvegarde, où dedans, c'est un document, il peut y avoir des informations confidentielles, comme le numéro de téléphone du préfet ou des choses comme ça. À la différence donc, de ce plan communal de sauvegarde qui contient des informations confidentielles, ce qui est à la portée de la population, de sa connaissance, c'est le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs. Et on a une stratégie à SOS Maire, c'est celle de dire il faut que de plus en plus d'administrés aillent voir ce DICRIM. Pourquoi ? Parce que quand les gens vont prendre connaissance du DICRIM, déjà, ils respectent la loi. Parce que là, qui connaît le DICRIM ? Il y a plus de gens qui cultivent leur jardin que de gens qui connaissent le DICRIM. Eh ben, c'est une obligation que vous connaissiez ce DICRIM. Pourquoi ? Est-ce que vous, ici, à Roubaix, il y a une centrale dangereuse type Céveso, pas loin ? Bon, imaginons qu'il y ait une centrale nucléaire à Roubaix. Dans ce DICRIM va être consigné tout un tas de mesures de protection, votre protection. Et vous devez les connaître. Parce que je vais prendre un exemple. Si vous connaissez votre DICRIM et que vous avez des enfants à l'école, vous n'allez pas faire l'erreur que tout le monde ferait là ce soir si on annonçait à la radio, ou plutôt on va se placer en journée. Contexte de journée. Vous venez de déposer vos enfants à l'école. Vous êtes en voiture pour aller à votre travail. Et là, vous entendez à la radio, il y a un problème sur la centrale. Il y a une fuite. Il y a une fuite sur la centrale et c'est dangereux. Qu'est-ce que vous faites ? Naturellement, vous êtes papa, vous êtes maman. Oh, mes enfants, demi-tour. Et tout le monde débarque devant l'école. Ah oui, mais ça fait un bouchon quand tout le monde débarque devant l'école. Et puis ça obstrue la voie. Et quelle voie ? Celle des pompiers qui se rendaient justement à l'école pour donner le fameux cachet d'iode pour saturer la glande thyroïde et sauver les enfants. C'est en ça qu'on doit connaître les mesures qui sont prises par la commune. Parce que dans le DICRIM, en tout cas le mien, à Vitry-sur-Seine, il est bien écrit noir sur blanc que n'allez pas chercher vos enfants à l'école. Ils sont pris en charge par la commune. Donc déjà, et d'une, quand on va stratégiquement, et ça c'est notre stratégie, envoyer des administrés vérifier le DICRIM, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on ne savait pas ce qui était prévu. Mais quand on arrive fort du savoir de Stéphane Linou, qui est, je le rappelle, notre vulnérabilité alimentaire, et qu'on va voir, ou qu'on va poser la question, à la personne en charge de la sécurité qui vous reçoit et qui vous montre ce DICRIM. Quand on va poser cette question, mais ok, vous pensez réquisitionner des supérettes et des supermarchés, mais aux annonces nos annonces faites aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de compter que là-dessus. Ben là, vous allez voir que votre interlocuteur en face, il va se retrouver à ne pas pouvoir répondre à cette question. Il va appeler son supérieur hiérarchique, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on répond ? Et c'est là où on change le monde. Et j'assume ce que je suis en train de dire. Je parle de changer le monde.
Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous allez commencer à questionner, il y a une part du déni qui nous menace, qui recule. Comme la lumière fait s'écarter les ténèbres. Vont se poser les questions, bah oui, c'est vrai qu'à partir de là, si on n'a rien à manger, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est dangereux. Puis il y en a qui vont être virulents, parce que alors là, en plus, on est à la pré-période électorale. Enfin, dans quelques semaines, il y aura les élections municipales. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il a foutu, le maire, au final ? Puis son équipe, il y a une espèce d'émulation qui se passe. Les gens commencent à se poser des questions sur la sécurité. Mais là, une nouvelle fois, le but, c'est pas de faire un énorme désordre pour que le maire ne soit pas élu. Non, c'est juste de motiver tout le monde à considérer cette question de résilience alimentaire. Et pourquoi je dis qu'on change le monde à partir de là ? L'ONU nous alerte sur les questions d'émissions de CO2. Nous avons des problèmes de pics pétroliers, nous avons des problèmes d'insécurité, et ainsi de suite. Et à partir du moment où les administrés et la commune sont ébranlés par des questions de résilience alimentaire, ils vont chercher à résolutionner le problème, à résoudre ce problème. Comment on fait ? C'est simple. Les solutions existent déjà. Le problème du déni, c'est qu'on passe à côté des solutions. Quand on est conscientisé, on veut prendre ces solutions. Où sont les solutions ? On en trouve à Langouette, on en trouve à Ingersheim, on en trouve à Moinsartou. Et là, tout s'éclaire. Ah bah tiens, eux, ils ont fait une régie agricole communale. C'est pas de ça dont on parlait tout à l'heure, des systèmes d'entraide. Tiens, eux, ils ont mis une espèce de réseau avec les AMAP qui vont aider en cas de crise. C'est des gens qui se portent volontaires. Ah, puis tiens, il y a des permaculteurs aussi qui veulent faire des choses comme ça. C'est-à-dire aider leur mairie en cas de crise majeure. C'est très intéressant. Parce qu'à partir du moment où vous faites fonctionner de plus en plus l'entraide, la cohésion locale, vous recréez du lien social. Vous reconnaissez vos producteurs, donc vous commencez à manger mieux, naturellement. Vous réinjectez ce lien social qui permet de construire la sécurité alimentaire. Parce que de plus en plus, vous allez vous concerter, vous allez chercher à savoir quoi faire. Et à partir de là, les transports diminuent. Aujourd'hui, la courgette, elle fait à peu près 3000 km, comme bien d'autres fruits et légumes. Quand vous commencez à connaître qui va produire pour vous, dans le cadre de la sécurité locale, ces produits ne vont plus faire autant de kilomètres. Vous allez consommer local parce que c'est une question de sécurité, c'est votre sécurité à vous. Et que vous le vouliez ou non, de toute façon, les contraintes qui nous sont imposées, celles des pics pétroliers, celles du climat, vont faire que de toute façon, il va falloir adopter ce genre de comportement. Donc, on commence à changer le monde. Parce qu'à partir du moment où vous considérez l'alerte sur la résilience alimentaire, vient inévitablement la question de la résilience énergétique. Ok, très bien. Donc oui, on a bien considéré, nous administrés et nous la commune, qu'on risquait d'avoir des problèmes sur l'alimentation. Et d'ailleurs, même le Sénat en a parlé. Et même le gouvernement est d'accord, puisqu'en décembre 2019, sur les travaux de Stéphane Linou, la sénatrice Françoise Laborde avait proposé une proposition de résolution sur la question de la résilience alimentaire. Très bien. Donc ça, c'est à peu près résolu. Et imaginons que c'est à peu près résolu. Vient la question de la résilience énergétique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'alerte qui a été donnée par Madame le maire Geneviève Girard. Geneviève Girard, on l'a reçue numériquement avec SOS Maire, numériquement parce qu'on a fait comme ça, on a fait une conférence numérique. Et elle nous a parlé de comment ça s'était passé dans sa commune quand, pendant plus d'une semaine, il n'y avait plus d'électricité à cause de chutes de neige. Mais les gens venaient hystériques, ils devenaient menaçants. D'un seul coup, leurs habitudes étaient perdues. Enfin, ils ne savaient pas quand ça allait revenir. Et puis, il y a eu des graves conséquences au fait qu'il n'y ait plus d'électricité. Il y a un volailler qui a perdu ses volailles. Donc, ça peut être très dangereux. Si on se déporte là, on ne reste pas qu'en France, quand il y a eu des problèmes au Venezuela,
problème d'électricité. C'est triste, ça me peine de le dire, mais les premières victimes des coupures d'électricité, c'était les enfants atteints de cancer dans les hôpitaux. Ce sont eux qui sont morts les premiers. Donc la résilience énergétique, ce n'est pas une petite affaire. Alors là, quand on est dans le déni, on ne le voit pas, ça. Par contre, quand on s'éveille à cet état de nécessité de la résilience, première alimentaire, puis après énergétique, on se pose des questions. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah tiens, il y a Enercop. Ah tiens, il y a Énergie Partagée. Ah tiens, il y a tous ces collectifs de citoyens qui ont trouvé, eux, des solutions. Leur épargne, ils les ont mis dans des projets collectifs qui fonctionnent. Et ça leur rapporte plus d'ailleurs qu'un livret A, pour certains. Mais oublions ce côté de rapporter de l'argent. C'est surtout le bénéfice que ça apporte à la société. Se dire que on va être résilient. S'il y a une crise, on va être résilient. Et vous voyez, par effet de déclinaison, on commence par la résilience alimentaire, puis après on va vers la résilience énergétique, et puis après on va vers la résilience médicale. Parce que ça, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il commence à y avoir des pénuries de médicaments. C'est quand même terrible. Donc tout fonctionne aujourd'hui avec des circuits longs. Des circuits longs, donc c'est les trucs qui sont transportés sur des longues distances et qui nécessitent de l'énergie. Et de l'énergie, c'est pas qu'on en manque, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes sur cette énergie. Il y a de plus en plus de pays émergents qui veulent la même énergie que nous, le pétrole, le gaz. Et quoi qu'il en soit, on atteint des pics. Donc il va falloir se restreindre. Et se restreindre, c'est pas revenir au Moyen-Âge, au contraire. C'est redécouvrir parfois du sens dans sa vie, refaire du collectif, recréer de l'inventivité, se poser des questions et faire système ensemble. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot insécurité. Je voudrais vous parler de Montfermeil. Montfermeil, ça, c'est cette ville, pour moi, de la région parisienne, c'est un vrai modèle de transformation. Montfermeil, en 2005, la cité des Bosquets de Montfermeil flambait. C'était les émeutes de banlieue. Je ne sais pas si vous vous rappelez, et ça a mis longtemps à se calmer. Qu'est-ce qu'a fait l'équipe municipale? Qu'est-ce qu'a fait le maire? Qu'est-ce qu'ont fait les habitants? Ils ont commencé à ouvrir les portes de la médiathèque et à faire du troc de graines. Donc des gens qui ne se parlaient pas, donc après ces événements de 2005, on commençait à échanger sur, tiens, comment tu cultives ça? Je cultive ça, ça donne tel légume. On pourrait en faire quelque chose, on pourrait manger ensemble. Et petit à petit, c'est là où je vous dis que le lien social, c'est la sécurité. Les gens ont commencé à transformer leur ville de par cet échange-là. Puis après est venu l'art. Ils ont commencé à fêter ce qu'ils faisaient ensemble. Et comme ils ont commencé à fêter ce qu'ils faisaient ensemble, plus ça allait, plus il y avait de la cohésion qui se faisait. Alors, je vais vous la faire courte. Aujourd'hui, la cité des Bosquets qui cramait en 2005, tout le monde veut habiter la cité des Bosquets. Pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi une volonté de la mairie de transformer ces barres en béton. Ils les ont rasées et ils ont fait des immeubles à taille humaine avec des jardins partagés au milieu de ces habitations. Et tout le monde, enfin tous ceux qui habitent Montfermeil, veulent être logés dans ce type d'habitation. Criminalité, il n'y en a plus. On est tranquille. Donc la fatalité de « oui, mais bon, tel type de population, ça donne forcément ça », c'est faux. C'est quand les gens ne travaillent pas ensemble, qu'ils ne conçoivent rien, qu'ils sont consommateurs de la démocratie. Ça ne va pas. La démocratie, c'est pas encore, c'est pas un truc figé. Ça se travaille. C'est décidé. Représentant du peuple, l'article 3 de notre Constitution, si tout le monde s'en fout, on a des gens qui se gavent sur le système. Par contre, si on a des gens conscients qui veulent des choses, personne ne peut aller contre cette conscience-là. Et à mon sens, aujourd'hui, il faut s'atteler sur le travail de Stéphane Linou. Je vais terminer, parce que j'aurais dû faire au début, me présenter.
Moi, j'ai fait de la sécurité publique pendant 15 ans. J'ai été policier. J'ai gravi les échelons assez rapidement et j'ai même protégé des présidents de la République. Eh ben, c'est pas là où j'ai trouvé le pouvoir. J'ai trouvé le pouvoir chez les gens qui étaient capables de décider. Par contre, ce que j'ai pu acquérir en termes de connaissances, en termes de sécurité, ça m'a permis de les décliner pour essayer de trouver des moyens à ce que nous tous, moi qui suis papa, nous tous, dans cette société civile, nous puissions apporter des réponses à nos enfants. Les questions qu'on commence à entendre de est-ce qu'on aura encore des animaux dans 10 ans, à la vitesse où tout crame? Est-ce que demain, on aura encore assez d'eau pour boire? Enfin, toutes ces questions qui commencent à émerger, pas seulement de la tête de Greta Thunberg, mais celle de nos enfants qui se posent des questions. Et il faut leur donner des réponses. Et les réponses, c'est faire pour dire. C'est l'action. C'est commencer à ne faire qu'une seule chose, c'est déjà qu'est-ce qui est prévu pour nous protéger aujourd'hui. En mairie, qu'est-ce qui est prévu? Monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez prévu? J'ai prévu ça, mais effectivement, au niveau résilience alimentaire, c'est pas formidable. Ok, on peut faire quelque chose ensemble. On peut réactiver certains jardins, il y a de la permaculture, il y a plein de permaculteurs qui voudraient y aller. Est-ce que vous pouvez nous mettre des terrains? Mais dans la plupart des cas, les gens disent oui. Ils n'ont pas intérêt à dire non. Ils n'ont pas intérêt à être mis en examen sur une mise en danger de la vie d'autrui. Non, parce que aujourd'hui, les plans communaux de sauvegarde sont, à mon sens, plutôt inopérationnels. Réquisitionner des supérettes et des supermarchés, c'est un peu léger quand on nous annonce qu'on va avoir des crises sur l'énergie. Donc, quand on se met tous à réfléchir, on active la démocratie, on active notre sécurité. Et la sécurité, je le répète, en tant qu'ancien flic, moi je vous le dis, ça ne va pas être de foutre des flics partout. Ça, c'est l'inverse. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, toujours plus de police partout, ça fait conscientiser un problème. Ça rend de l'insécurité. Mais c'est pas en allant manifester contre des flics qui font que leur boulot, enfin, il y a des fois ils le font un peu trop, que ça va arranger le problème. Il vaut mieux aller voir son 10 crimes parce que là, on risque pas de prendre un coup de gaz lacrymogène ou de se faire éborgner à coup de flashball. Et là, on est vraiment en train de changer le monde. Parce que quand on commence à dire, monsieur le maire, nous, on veut être acteur de notre sécurité, aujourd'hui, le boulot n'est pas fait, eh ben, là, ça change vraiment des choses. Je ne sais pas si j'ai été clair, parce que quand je pars, est-ce que ça vous paraît déjà assez clair? Mais voilà, ce que j'ai pu apprendre, moi, en termes de sécurité publique, c'est que la meilleure des sécurités, je vais vous donner un cas concret. Quand j'étais donc à la sécurité des présidents, j'en ai fait 2, j'ai fait Jacques Chirac, 5 ans, puis Sarkozy, 4 ans. Parce que la guerre en Libye, ça m'a pas trop plu, donc je suis parti avant la fin. La meilleure sécurité qu'on pouvait faire quand on avait des bains de foule, c'était en impliquant les gens. Vous croyez qu'on est des Superman quand on est garde du corps du président? Non, on n'a pas de force télékinésique comme les X-Men. On est obligé de compter sur le fait qu'il y a des gens qui sont là et qui apprécient peut-être le président et qu'ils vont peut-être être contents d'aider le GSPR à identifier le mec qui a un comportement un peu anormal. Eh ben là, c'est ça que je suis en train de faire. C'est de dire, vous avez plus encore, par la force du nombre, de compétences que moi. Mais seulement si vous allez vérifier vos documents d'information communaux de risque majeur. Et qu'on ne me dise pas, oui, mais il y a des communes où il n'y a pas de 10 crimes. Ouais, pas de bras, pas de chocolat, donc on ne fait plus rien. Non, c'est faux. C'est vrai qu'il y a 26 000 communes qui sont concernées par le 10 crimes sur 34 968 communes. Mais tous les maires, sans exception, ont obligation de prévoir la sécurité de leurs concitoyens, enfin de leurs administrés, et d'informer ces administrés sur ce qui est prévu. Mais charge aux administrés de se renseigner aussi. C'est le fameux exemple que j'ai pris avec la centrale nucléaire. Et ça, nul n'est censé ignorer la loi, et la loi, en l'occurrence, qui vous y oblige, c'est la loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile. Vous devez connaître ce qui est mis en place pour votre sécurité, parce que vous êtes les premiers acteurs, les acteurs principaux de votre sécurité. Voilà. Très bien, merci. Je vous en prie. Eh ben, la discussion est ouverte. Levez son doigt pour prendre la parole.
Philippe? Oui. Alors, au regard de la loi, alors je repose la question parce que ceux qui écoutent en ce moment la conférence sur SOS Mer, oui, donc vous avez raison, le maire a des pouvoirs de police et il a obligation de protéger ses citoyens, comme les citoyens ont obligation de connaître ce qui est mis en place pour les protéger. Comment ça s'articule? Mais c'est vrai qu'en plus, en France, on est très administratif. Si c'est pas marqué dans le manuel, on ne fait pas. Et c'est pour ça que la loi de 2004 a été faite de cette sorte. La loi de 2004-811, ça permet d'étendre la considération des risques. Si on parle effectivement d'un problème de coronavirus ou de nuages toxiques, comme Tchernobyl, il ne faut pas croire quand les médias disent que ça s'arrête à la frontière. Hein, voilà. Donc, tout doit être considéré. Et cette loi étend la considération des choses. Alors certes, sur le papier, par exemple, le DICRIM, le plan communal de sauvegarde, il y a deux types de crises majeures qui sont considérées. La géologique et la technologique. Les géologiques, c'est facile, hein, c'est sécheresse, inondation, effondrement de terre, de choses comme ça. Et technologique, ça va être plutôt justement un problème sur les centrales, un pont. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller voir plus loin que ça. Donc, et le seul moyen que le maire puisse considérer toutes ces choses-là, c'est de l'aider à considérer. Vous, maintenant, vous savez qu'il y a des crises. Vous ne pouvez pas le dire, je vous l'ai dit. Vous ne pouvez pas le dire, vous ignorez, je vous l'ai dit. Alors, c'est pas que je suis une autorité, mais je vous invite à écouter ce que dit le FMI, le Fonds monétaire international. Je vous invite à taper sur, même maintenant, ça ne me gênera pas, vous tapez sur Google alerte ONU et vous êtes au courant. Au regard de la loi de 2004, 811, maintenant vous allez voir votre maire. Et écoutez, s'il y a un problème sur le climat il ne s'arrête pas aux frontières de Roubaix. On va bien être impacté. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je suis allé rencontrer quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, mais c'était en 2018, chez Total, l'une des personnes les plus influentes de chez Total, un des bras droits de Patrick Pouyanné. Et pourquoi je suis allé faire ça? Pourquoi je suis allé faire cette interview qui ne m'a pas été permise de diffuser publiquement aujourd'hui? C'est parce que je voulais m'assurer qu'il n'avait pas changé son discours, monsieur Patrick Pouyanné. Donc je le répète, le PDG de Total. En 2017, il disait qu'à partir de 2020, écoutez bien, on risquait de commencer à manquer de pétrole. Bon. C'est pas son intérêt de le dire. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais si, c'est une stratégie pour qu'on réinvestisse. Non. Non, pas du tout. Il a redit la même chose, donc ça c'était en 2017 sur Boursorama. En 2018, il redit ça dans Le Monde. À partir de 2020, on risque de commencer à manquer de pétrole. L'Élysée, donc la présidence de la République, quand on dit un mot, c'est qu'on choisit de dire ce mot. D'accord ? Dans les grandes entreprises françaises qui traquent autant de capitaux, qui ont autant d'actionnaires, quand on choisit un mot, c'est qu'on a choisi ce mot. Et qu'on le dit, et on le dit en confiance. On ne se trompe pas. Pas comme moi, mais des fois je peux dire des conneries, ou bégayer, ou mal prononcer un mot. Mais là, à ce niveau de responsabilité, non. Donc ce sont des alertes. C'est comme quand Édouard Philippe parle de collapse. Bon, collapse, effondrement, je le répète. Quand il le dit une fois, bon, il s'est peut-être un peu trompé. Quand il le dit dans 4 conférences différentes, il faut quand même considérer ce que ça veut dire. Et nous utilisons ça à SOS Mer. On se dit, principe de précaution, on nous annonce que ça ne va pas continuer, où on en est aujourd'hui. Et pour autant, on a pas mal de gens maintenant qui nous suivent sur SOS Mer, qui écoutent ce qu'on raconte, qui ont lu notre bouquin. Et quand ils vont voir leurs élus,
Il y a des fois, ils reviennent dépités, ces administrés. Ouais, mais mon maire, quand même, il m'a dit que c'est n'importe quoi, du pétrole, il y en avait encore. Mais ils sont... Et là, on leur répond, mais c'est le patron de Total, votre maire, ou quoi? Le PDG de Total s'est trompé? C'est le Premier ministre, votre maire? Donc, il n'a pas à vous opposer son déni, il a à vous dire ce qu'il a prévu pour votre protection. Et nous, il y a des fois, on est assez virulent, hein, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, face à certaines personnes qui mettent en danger, on a même des procédures qu'on distille aux gens pour que ça fasse changer l'avis du maire, parce que c'est pas son rôle que d'éluder la question d'un revers de la main. C'est pas son rôle. Lui, il doit se tenir informé. Il doit considérer son équipe municipale, mais aussi les administrés, les citoyens, doivent amener à sa connaissance ce qui devient dangereux. Et prendre donc de concert les mesures qui vont permettre à tous de se protéger. À quel point aujourd'hui l'État ne prend pas son devoir d'informer justement ces maires-là? Et une autre question aussi, aujourd'hui, quelle instance réfléchit à ces questions d'effondrement? On parle souvent qu'il y a des instances militaires qui réfléchissent justement à ces temps de crise. Quel en est l'état en France, si vous en avez l'info? Et une troisième question, on parle de fermes municipales, de choses comme ça. On est sur une vision très utopique et très minime en termes de solutions. Et moi, j'ai du mal à voir aujourd'hui le maire comme moteur de ces réseaux de solidarité ultra-locales. C'est pas une question ouverte à tous. Mais pour moi, le maire il peut être difficilement, en tout cas, ce moteur-là. Alors, quand il y a une crise, alors je vais essayer de reprendre point par point les questions, mais on va planter le décor. Quand il y a une crise, et on l'a vu avec Madame le maire Geneviève Girard, on ne pense pas au préfet, on ne pense pas au ministre, on ne pense pas au président, on ne pense pas aux technocrates de Bruxelles. On chope le premier politique qu'on peut trouver, et c'est le maire. Donc s'il y a bien une échelle à laquelle on résout les problèmes, c'est au niveau local. Alors, attention, il y a commune et commune. C'est sûr que si on compare une commune comme Magny-la-Fosse, dont je suis originaire en Picardie, de 120 habitants, avec même pas un troquet, une mobilette, comme disait Coluche, et Paris, c'est pas tout à fait la même dimension. Mais quand même, ce sera le maire d'arrondissement qu'on ira trouver quand il n'y aura plus d'eau dans un arrondissement de Paris. C'est pas le préfet. Donc, à mon sens, si, le maire, c'est celui qui a le plus d'informations. La sécurité, c'est avant tout de l'information. C'est savoir la traiter, cette information. Après, donc il y avait une question sur le militaire. Bien sûr que les militaires ont des plans, mais c'est des plans qui ne sont pas sexy. Parce que les militaires, ils ne sont pas... ils sont dans un domaine de compétences où c'est la guerre. D'accord ? Donc avant ça, c'est pas trop leur domaine de compétences. Donc bien sûr, ils vont savoir organiser des campements, donner des rations, mais même eux se posent la question, et je vous invite vraiment à regarder ce qu'a écrit Stéphane Linou dans son livre Résilience alimentaire et sécurité nationale. Il n'y a pas trop de champs en permaculture chez les casernes de militaires. Ils dépendent eux aussi des circuits alimentaires longs. Donc, on est tous concernés par cette problématique. Et l'utopie de dire que ça serait enfin, dire que commencer à faire des fermes, ou plutôt des régies agricoles communales, c'est utopique. Moi, je renverse la question. Est-ce que c'est pas une utopie de rester dans l'idée qu'on va continuer comme ça, alors qu'on a des alertes? C'est l'utopie de penser que les magasins vont rester pleins, alors qu'on a de plus en plus d'alertes sur l'énergie. Ça, c'est une utopie. C'est pas une utopie de commencer à faire quelque chose, parce que les idées viennent en faisant. C'est pas la veille, parce que le problème, c'est qu'on dit toujours avec le collapse, hein, l'effondrement, ça va arriver quand? Alors, le problème, c'est la date.
Parce qu'on sait, il y a plein de déclencheurs au collapse. Ça peut être un problème bancaire, ça peut être un problème de coronavirus, ça peut être un problème sur l'énergie, ça peut être le détroit d'Ormuz. Vous savez, le détroit d'Ormuz, c'est ce qu'il y a, c'est par là, ce détroit, que passe 35% de la production de pétrole mondiale. Il y a 2 belligérants dans ce secteur, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Il suffit qu'il y en ait un qui envoie des missiles sur l'autre pour que ça soit à feu et à sang. Et d'un seul coup, ça fait monter le prix du pétrole. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent que ça s'effondre. Mais si vous commencez à dire ça va s'effondrer, par exemple, je sais pas moi, le 1er janvier 2021, vous pouvez être sûr que le 31 décembre 2020, les gens vont passer leur petit temps tranquille, faire des câlins sur de la musique. Enfin, tout va bien se passer pour eux, parce que c'est pas encore l'heure. Mais on ne peut pas se permettre de déconsidérer ce que peut être un effondrement systémique. Un effondrement systémique, c'est toutes nos habitudes qui s'en vont. Et ça rend fou. Le problème, c'est ça, c'est qu'en termes de sécurité publique, c'est extrêmement difficile à gérer, parce qu'un effondrement systémique tel qu'il nous l'est annoncé, ce n'est pas un effondrement de court terme. On voit comment les gens, donc, et Geneviève Girard en parlait, comment les gens réagissent sur un problème de court terme. Les gens deviennent fous. Ils s'énervent parce qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, puis l'autre, il est en train de perdre ses volailles. Donc tout le monde commence à péter un câble. Mais au bout d'un moment, ça revient. L'effondrement qui nous est annoncé, c'est une perte de nos habitudes, ça s'arrête. Et ça ne revient pas. Je vais vous donner un exemple, mais cruel d'ailleurs, hein, de ce qui s'est passé en Ukraine en 1930, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est 1938. Vous tapez sur Internet, vous tapez Holodomor. Quand Staline avait organisé en gros la famine des Ukrainiens pour les punir, il a fait exactement la même chose au Kazakhstan. Les gens devenaient tellement fous de faim qu'ils mangeaient leurs enfants. Quand nous on alerte, c'est pas pour se faire peur, hein, c'est parce que c'est très grave qu'on soit tant utopiste que ça, justement. Pensez que ça va continuer comme ça, avec ces camions qui vont remplir nos magasins tout le temps, indéfiniment. Ah bon? Quand vous remplissez un verre, vous mettez un certain volume d'eau, vous buvez, ça se vide. Ok. Le pétrole, c'est pareil. Nous, non, le pétrole, il y en aurait pour l'infini. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pas parce qu'on trouve le liquide qu'on a le bon prix du liquide. Il y a ça aussi. Il y a une question de rentabilité du pétrole. Quand on trouvait, quelques années en arrière, des poches de pétrole, je fais une caricature, mais il suffisait de creuser pour que la pression de la réserve de pétrole fasse jaillir le pétrole. Donc, quasiment pas de besoin d'aller pomper. Et puis après, il fallait le raffiner et on mettait, au final, je caricature toujours, dans la voiture. Aujourd'hui, on en trouve de moins en moins des poches comme ça. Et il faut aller chercher hyper profond. Donc, les investissements pour aller chercher ce pétrole profond, ils se comptent en milliards et ça rapporte plus autant qu'avant, le pétrole. Et donc, il n'y a pas seulement la question de la matière, il y a la question aussi de la rentabilité, ce qu'il faut mettre comme investissement pour que ça rapporte. Et ça rapporte de moins en moins. À un tel point que les Américains ont fini par trouver le bon seuil de rentabilité pour un truc qui est une catastrophe écologique, le gaz de schiste et le pétrole de schiste. On sacrifie des milliards de litres d'eau avec des produits chimiques pour aller casser des roches et récupérer du pétrole. Quand on vous raconte que du pétrole, il y en a encore pour ad vitam aeternam, on se fout de vous. On se fout de vous. On est en train d'être mis en danger par ce déni-là. Mais de cette problématique du prix du pétrole vient la problématique du business model, donc le seuil de rentabilité de votre transporteur routier, celui qui met les camions sur la route et qui remplit vos magasins. Et quand ce business model n'est plus bon, par exemple à 1,50 € le pétrole, pareil, caricature, ça roule. À 2 €, non, ça me coûte trop cher, je perds de l'argent, donc j'arrête. Ok. Et vos légumes, ils arrivent comment? C'est des légendes? Non, c'est pas des légendes. Et on a eu une alerte en 2008
En 2008, il y a eu 2007-2008, il y a eu la crise financière. Mais il y a eu aussi un prix du pétrole qui a flambé. Il y a 581 transporteurs routiers qui ont fait faillite. Là, la crise qui nous est annoncée, elle est, je ne sais plus, 10 ou 20 fois, suivant les économies, supérieure à celle de 2008. Mais les camions vont s'arrêter. L'utopie, c'est de croire que les magasins vont être encore pleins. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Principalement, en fait, ma vision était sur la place du maire dans c'est justement un réseau d'autogestion et d'entraide qui me questionnait beaucoup sur la place importante entre guillemets du maire dans ces réseaux-là, qui me semble assez questionnant de votre point de vue et du mien. Pour moi, alors en prévention, pourquoi pas. Dans les faits, le jour où plusieurs processus d'effondrement se produiront, pour moi, l'image du maire et sa position ne suffiront pas. Ah, je vous rejoins, je suis d'accord avec vous. Moi, je vais vous dire clairement, je vais être brutal. Je mets tout ce que j'ai aujourd'hui, en termes d'énergie, à essayer d'éviter le gros grain de l'effondrement. Vous doutez bien qu'un mec comme moi, qui a eu un parcours comme j'ai déjà prévu mon plan B. Si je ne suis pas capable de faire se réveiller, mais je ne suis pas Superman non plus. Donc si vous n'êtes pas capable non plus de vous conscientiser sur ce qu'on raconte, mais moi je me casse. Bien sûr que vous avez raison. Au bout d'un moment, si tous les maires de France continuent à être dans leur déni, mais non, mais du pétrole on en trouve encore, n'importe quoi, c'est foutu. Bien sûr que quand ça va arriver, mais avec 15 millions d'armes en circulation, tapez sur Internet, pareil, vous tapez RTL, 15 millions d'armes en circulation, des franges de la population qui ne se connaissent pas, qui sont surarmées, et quand dans 15 millions d'armes en circulation, il n'y a pas que les flics, les gendarmes, les douaniers, enfin bref, tout ce qui porte un flingue au niveau étatique qui ont ces armes-là. Il y a aussi les chasseurs, il y a aussi les tireurs sportifs, mais il y a aussi des armes qui ne sont pas du tout légales sur ce territoire, dont des lance-roquettes anti-chars. Bon, donc si ça commence à partir en vrille, moi, il est hors de question que je mette en danger mes enfants à me dire non, mais peut-être que les gens vont se réveiller. Moi, l'entraide, à ce moment-là, quand ça passe à un certain seuil de violence, c'est même pas la peine d'y penser. Donc, notre discours, c'est de dire soit on arrive à réveiller, on s'est fixé un objectif. D'ailleurs, on s'appelle SOS, maire. Nous, ce qu'on veut, c'est disparaître. Quand il y a un SOS, en général, c'est que la situation est critique. Nous, ce qu'on veut, c'est disparaître. On n'est même pas une association 1901. On est une association de faits qui regroupe des docteurs en cybersécurité maintenant, des docteurs qui ont fait des études sur l'effondrement en Haut-Rhin. Adrien Biassin a fait carrément, lui, toute l'étude sur son département avec tous les mécanismes d'effondrement. On a Pablo Servigne qui nous soutient, on a tout un tas de personnes qui nous soutiennent. Et on est une association de faits. On crie juste SOS. Il faut que ça se réveille. Tout le monde doit se réveiller. Mais si on n'y arrive pas, oui, c'est sûr que chacun fera comme il pourra. Oui. Oui, ben vous avez raison. Ils disent beaucoup qui ne savent pas ce que c'est le DICRIM. Ah oui, oui. Alors il y a une procédure qu'on a mis en place, c'est plutôt la mienne d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller jusque-là, mais s'il faut y aller, on va y aller. Parce que je vous ai dit, on va tout mettre pour éviter qu'on se prenne des catastrophes dans la tronche. On va donc effectivement vérifier son DICRIM. Alors on a un ami qui est allé faire le tour du Calvados en vélo, il a visité 85 communes, dont beaucoup soumises au DICRIM. Hein? C'est quoi? Le dit quoi? Ginette? Ah bah c'est le truc là. Oh, il date de 2000. Ah bon? Tiens, bon. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas trop. C'est comme ça. Maintenant, ça se réveille un peu sur cette histoire de DICRIM. Donc il y en a beaucoup qui l'ont pas rempli. Le problème, c'est si on vous prend pour un zozo.
Mais c'est presque un peu normal au départ. C'est une question d'ego, c'est une question de psychologie. Le maire, on vient de lui dire, dis donc, toi tu fais le coquelet là depuis je sais pas combien de temps. On est à l'aube des municipales et puis t'as pas fait ton boulot de sécurité. Ça coince un peu. Donc en général, il essaie de disqualifier et de dire non, 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 mais tout va bien. Bon, mais il a bien entendu quand même qu'il y avait des questionnements. Donc c'est déjà une première phase. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas dire à l'équipe municipale, tiens, qu'est-ce qu'il avait rempli là, le DICRIM? On avait mis quoi dedans? Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu léger. Bon. Nous, maintenant, on va mettre à disposition sur le site SOS Maire la lettre au maire et au préfet qui explique tout ce que je viens de dire plus ou moins, mais mieux dit, puisque c'est Stéphane Linou qui l'a fait, cette lettre, et qui explique toute la procédure avec la reconnaissance de cette problématique de résilience alimentaire du Sénat, le gouvernement qui a lui-même reconnu qu'il y avait une problématique. Et le maire, là, il commence déjà à être totalement impuissant s'il est dans ce déni-là. Donc cette lettre, vous allez lui remettre. Bah bientôt, là. Notre équipe travaille dessus, ça devrait pas tarder. Ouais, c'est le moment. Et on a eu une discussion avec mon économiste préféré ce matin. Ouais, mais est-ce qu'il ne faut pas attendre les municipales? Non. On n'attend pas le lendemain des municipales. Notre sécurité, c'est maintenant. La crise peut arriver n'importe comment. Donc c'est maintenant. On s'en fout que ça plaise au maire ou que ça ne plaise pas. Ce n'est pas notre problème de faire de la politique politicienne. Nous, on fait de la politique de sécurité qui doit servir à l'intérêt général. Et la politique, à la base, le bien de la cité, c'est de l'intérêt général. Donc, vous n'allez pas avoir à apprendre par cœur tout ce qu'on vient de raconter. Vous filez la lettre. Ce qui est bien, c'est quand même que vous sachiez ce qui est dedans. Mais tout est mesuré. Vous donnez cette lettre. Le maire, s'il veut, il l'envoie au préfet. Mais de toute façon, le préfet va le recevoir. Bon. Alors là, on rentre vraiment dans le cas pathologique. Le maire a reçu cette lettre, mais il continue à s'en foutre. Ben, il ne va pas s'en foutre longtemps. Pourquoi? Parce qu'avec tous les collectifs citoyens qui existent, qui veulent transitionner, qui veulent faire autrement, le zadisme aussi, qui émerge de plus en plus pour défendre des terres agricoles, du bétonnage et ainsi de suite, il a de quoi s'inquiéter s'il veut vraiment rien faire, ce maire. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est que ces collectifs, il faut qu'ils sollicitent un huissier de justice. L'huissier de justice va faire un acte de justice, un acte de constatation, en regardant donc le fameux DICRIM qui n'était pas rempli, qui vient d'être rempli, l'encre est encore fraîche, et puis il va constater que les mesures de sauvegarde pour protéger les administrés de la famine, c'est de taper dans la supérette, le supermarché qui risque d'être vide. Donc au niveau opérationnel, ça vaut, comme la tête à Toto, 0. À partir de ce moment-là, quand il constate qu'effectivement il n'y a rien de prévu, hormis ces aberrations opérationnelles, eh ben on envoie ça chez le procureur de la République. Et on dit, de toute façon, le maire, malgré toutes nos alertes, et au regard de la loi de 2004-811 de modernisation de la sécurité civile, il ne veut toujours rien entendre. On ne sait pas ce qui lui prend, il y a un petit problème, il ne veut pas entendre. Il n'entend pas les alertes, il se prend pour le patron de Total, il se prend pour Édouard Philippe, il sait mieux que l'ONU, il sait mieux que le FMI, donc tout va bien. Ben, on envoie donc cette lettre au procureur de la République en disant, voilà, on a fait constater par l'huissier de justice qu'il n'y avait rien et que c'est une mise en danger de la vie d'autrui. Et à partir de ce moment-là, nous considérons, nous les collectifs citoyens, comme en état de nécessité, article 122.7 du Code pénal, d'occuper des terrains pour les mettre immédiatement à disposition de la création de la résilience alimentaire. Alors, on n'y va pas pour juste occuper les terrains. On bêche, on commence à planter des légumes ou faire quelque chose pour la résilience alimentaire. Et là, on prend à revers là, ce fameux maire là, qui s'est gargarisé de foutre au tribunal un gilet jaune là, qui avait cultivé un rond-point. Moi, j'aurais été curieux de connaître son DICRIM à lui. Parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il a prévu. Parce que autant sur les remontées mécaniques, il a été très très bon. Là, il n'avait pas de problème de dégradation apparemment. Mais sur les questions d'un rond-point où il y a eu 2 fleurs de poser dessus, enfin de planter, c'était un gros scandale. Ben,
Si les Gilets jaunes avaient écouté ce qu'on racontait depuis le départ, je pense qu'ils auraient été visiter le DICRI, mais je pense qu'il n'y aurait même pas eu de procédure. Voilà. Donc, si ça va trop loin, qu'on est sur des cas pathologiques de maires qui se pensent au-dessus de toutes les lois, on occupe des terrains. Et alors ça a quoi comme effet? Là, c'est l'effet opinion publique. Vous savez que la politique, ça se fait essentiellement avec l'opinion publique. Vous avez Madame Michu et Monsieur Tout-le-Monde qui ne s'intéressent pas à tout ce qu'on raconte là ce soir. Ils sortent de leur supermarché et d'un seul coup, ils commencent à voir des terrains municipaux occupés par des zozos qui sont en train de bêcher le rond-point, qui sont en train de bêcher le terrain communal. Mais c'est quoi? Ils sont complètement tarés, ces gens-là qui occupent les terrains. Et ils vont s'arrêter, bien sûr, ils vont commencer à vouloir râler Madame Michu et Monsieur Tout-le-Monde. Et là, sous le nez, ils se prennent le rapport de l'huissier, enfin le constat de l'huissier. Alors maintenant, Madame Michu, Monsieur Tout-le-Monde, vous allez demander à votre gentil maire de vous expliquer ce qui est prévu en cas de crise majeure. Les Gilets jaunes, c'est ce qu'ils ont fait, vider des magasins en bloquant quelques ronds-points. Il n'y a qu'à sortir les articles qu'on trouve sur Internet là-dessus, et vous allez vite voir que la démonstration peut être vite faite que les plans communaux de sauvegarde sont nuls, inopérationnels, au niveau de cette résilience alimentaire. temporiser, ne jamais s'affronter a priori, je dirais, la population qui est en colère, mais de donner un petit peu de choses, puis d'endormir tout le monde. Alors on n'entend pas les intervenants, donc je vais devoir... C'est-à-dire, comment peut-on avoir confiance à un maire, même s'il vous dit, bah oui, je vais m'en occuper. C'est ça le problème. Mais c'est suivi de travaux, ça s'appelle du suivi de travaux. Alors je vais répéter votre question parce que naturellement on n'entend pas les intervenants puisque il n'y a qu'un petit micro. Donc la question c'était oui mais il y a beaucoup de maires qui ont l'habitude de noyer le poisson. Ah oui, quand il y a un tout petit groupe qui est face à un maire qui noie le poisson, c'est sûr qu'on n'a pas trop d'impact. Par contre, là le rapport d'échelle qu'on propose, c'est-à-dire conscientiser des grandes franges de la population à une problématique de nourriture, c'est pas le même rapport de force. C'est pas du tout le même rapport de force. Et quand je vous ai dit que là, si Madame Michu, Monsieur Tout-le-Monde, ceux qui s'intéressent à rien du tout, commencent à comprendre la problématique, là, il va pas pouvoir noyer le poisson parce que de plus en plus, il va y avoir vérification. Mais là, vous êtes sûr, là, ouais, bon, très bien, on a fait 2 pieds de tomates, mais on est 3000 à nourrir. Vous savez que Ingersheim, c'est la ville la plus écolo de France, le village le plus écolo de France. Ils ont fait tout un tas d'actions écologiques. Et quand j'avais interviewé Jean-Claude Mensch, donc en 2018, je lui avais posé la question, mais avec tout ce que vous faites, est-ce que vous êtes en mesure de nourrir votre population? Parce que là, des jardins, il y en a, il y a tout un tas de trucs. À cette époque-là, il me disait non. Il me disait non parce que pour l'instant, les gens, ils continuent à vouloir absolument aller au supermarché, pas aux AMAP, et ainsi de suite. Parce que ça demande des efforts, ça demande de l'organisation, et tout ça était dans l'esprit de cette commune, tourné vers l'écologie. Nous, on ne parle pas d'écologie, on parle de sécurité, qui entraîne l'écologie, mais on parle de sécurité. Bon, aujourd'hui, alors, pas aujourd'hui, mais en octobre 2019, je suis retourné j'y suis allé pour la première fois à Ingersheim. Ils ont une régie agricole qui est capable aujourd'hui de nourrir l'intégralité, les 2700 habitants d'Ingersheim. Et ils se reposent aussi, pas seulement sur cette régie agricole communale, mais sur les AMAP. Donc c'est possible. Le problème,
c'est que nous, on a compté, et on doit se tromper, hein, mais on a compté que quelques dizaines de communes, villages, qui soient exemplaires sur la France. Il y en a 34 968 de communes. Ungersheim, c'est très bien qu'ils fassent ça. Langouez, c'est très bien qu'ils fassent ça. Mohan-Sartoux, c'est très bien qu'ils fassent ça. Mais si toutes les communes aux alentours, en cas de problème, débarquent tous, c'est 3 pauvres petites communes, mais ils vont pas. C'est comme l'invasion des cigales. C'est pas possible. Donc, nous, ce qu'on cherche avec SOS Maire, c'est un effet de contagion. Que les gens, et d'une, respectent la loi, qui connaissent les mesures prises par leur commune. Et quand ce n'est pas opérationnel, il ne s'agit pas de couper la tête du maire. Il s'agit de l'aider, d'aider l'équipe communale. Moi, typiquement, Vitry-sur-Seine, je suis allé voir mon DICRIM, parce qu'il ne s'agissait pas que je sois le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, je suis allé voir donc le DICRIM, et de là, je me suis aperçu que, oui, effectivement, on réquisitionnait une nouvelle fois dans les supérettes, les supermarchés. Et pour autant, Vitry-sur-Seine, c'est près de la Seine. On attend la crue centenale. Et la crue centenale, c'est quand même 3 points de PIB qui s'en vont. Hein, donc, c'est pas une petite catastrophe. Donc, le niveau d'eau doit monter et inonder Vitry-sur-Seine. Alors, Vitry-sur-Seine, il y a un peu des collines. Donc, il y a moyen de mettre des sinistrés un peu en hauteur. Enfin, bref, je vous passe des détails. Mais au niveau de l'alimentation, on n'est pas du tout opérationnel. Donc, il ne s'agit pas de dire « Ah là là, vous avez mal fait votre travail, je ne vous élirai pas ». Non, c'est pas ça ce qu'on a fait. Là, on va aller avec un permaculteur dans son jardin qui va proposer le peu qu'il fait. Alors, vous allez me dire « Oui, c'est très colibri comme type ». Oui, mais c'est ça. Et si chacun fait un peu ça, c'est-à-dire proposer ses propres productions locales au plan communal de sauvegarde, là, on commence à trouver du sens. Et puis, une fois que le débat est lancé, c'est là où on peut commencer à calculer les choses. Le rapport d'échelle, c'est-à-dire que, ok, un habitant qui fait des légumes sur une ville de 80 000 habitants, ça n'a pas de sens. Combien faut-il d'habitants qui fassent des légumes qui puissent aider et des conserves qui puissent aider? Voilà. Et à partir de ce moment-là, on commence à changer les choses. On est en train de réfléchir à comment on va augmenter. Voilà. Ce qu'il faut, faut faire le premier pas, et pas un pas agressif. Là, tout à l'heure, ce que j'ai dépeint, occupation de terrain, huissier, procureur, ça va jamais là. Mais au bout d'un moment, il faut quand même menacer, parce que sinon, c'est vrai qu'on a des gens qui sont qui sont soit trop occupés à leur décharge, parce que maire, c'est quand même pas simple, ou alors qui s'en foutent complètement. Et là, c'est un vrai problème. Parce qu'il n'a pas le droit légalement de s'en foutre. On parle de petites communes depuis tout à l'heure, un peu de grandeur. Et, par exemple, j'habite à Lille. Demain, je viens voir le plan communal. L'autonomie alimentaire est très difficilement possible, soyons honnêtes. Bien sûr, c'est vrai. Et donc, c'est la coordination. Alors, je répète la question. La question vient de quelqu'un qui habite à Lille, qui dit « Ouais, mais là, c'est difficile d'avoir de l'autonomie alimentaire sur l'île. » Mais il a tout à fait raison. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines zones qui sont tellement bétonnées que c'est compliqué. Alors, on peut cultiver sur les toits, on peut faire quelques petits trucs comme ça, mais le mieux, c'est de se coordonner avec des villes en extérieur, qui ne sont pas très très loin, enfin des villes et villages en extérieur, qui ont, elles, des terrains qui vont permettre de prévoir. C'est donc du systémique. C'est ce que fait Montfermeil, typiquement. Montfermeil, ils ont certes fait des jardins partagés au cœur de la cité des Bosquets, mais ça ne suffit pas. Un des jardins communaux est totalement en permaculture, mais ça ne suffit pas. Au regard du nombre d'habitants qu'il y a, ça ne suffit pas pour faire une vraie roue de secours, si je puis dire, en cas de crise. Donc, il faut compter sur la coordination et la coopération avec des villages, des villes qui ont assez d'espace autour pour prévoir.
Isabelle Delannoy intervient en disant que quand les villes font le relevé de leur terrain, ils découvrent qu'il y a, avec la méthode de la permaculture, des possibilités quand même d'arriver à un niveau de résilience alimentaire qui soit intéressant. Alors Isabelle Delannoy, c'est la co-scénariste de Home avec Yann Arthus-Bertrand, ce film sur la planète, et qui a fait un ouvrage qui s'appelle L'économie symbiotique. Et donc elle a fait des études, Isabelle, sur plusieurs villes du monde qui ont réussi une vraie transition écologique et qui sont arrivés à des résultats au niveau de l'autonomie alimentaire. Donc son livre L'économie symbiotique regorge d'exemples comme ça à travers le monde qui démontrent qu'il il est possible de changer les choses et de manière opérationnelle. Cuba. À Cuba, oui. Donc là, elle est en train de parler de l'embargo de Cuba et où les villes ont dû se réformer. On a Denver aussi, une autre ville qui a commencé à jardiner et qui arrive à une forme d'autonomie. Voilà. Oui, oui, oui. Alors, il y a les agriculteurs qui ne sont pas à négliger, au contraire. Ils cherchent aujourd'hui, ces agriculteurs, parce qu'il à des débouchés sur cette question de résilience alimentaire. Moi, j'ai eu une discussion avec quelqu'un hier à ce sujet. Moi, je suis très solidaire, bien sûr, des maires qui prennent des arrêtés anti-pesticides, mais il ne faut pas négliger les contraintes des agriculteurs. Bon, c'est dans les années 60, les agriculteurs n'ont pas eu trop de choix que de faire comme ils font aujourd'hui. Voilà. On leur a dit c'est comme ça, et puis maintenant on leur dit bah il faut pas faire comme ça parce que c'est pas bon pour l'écologie. Donc ils sont en double contrainte et il faut les préserver ces agriculteurs. Mais il faut aussi leur ouvrir l'esprit sur les questions des pics pétroliers, parce que s'il y a certains lobbies qui s'amusent à leur raconter que tout va continuer comme avant, ils leur parlent pas de ces fameuses pénuries qui vont entraîner des problèmes sur la pétrochimie. Et aujourd'hui, la pétrochimie, c'est ce qui fait essentiellement notre agriculture dans les champs de la FNSEA, on va dire ça comme ça. Donc, il y a tout un débat à organiser avec les agriculteurs, parce que pourquoi se passer des agriculteurs dont c'est le métier? C'est complètement aberrant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut les sortir de certains schémas de pensée. C'est pas évident parce qu'ils pensent que l'écologie va contre eux et qu'eux vont contre l'écologie. Mais c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'il faut réorganiser certaines choses. Et ça ne peut se passer qu'en mairie. Pareil. On dépeint le maire de Langoët comme quelqu'un qui est anti-pesticides. Non, il n'est pas anti-pesticides. C'est quelqu'un qui a juste dit, au bout d'un moment, l'épandage trop près des maisons, c'est pas bon. Voilà. Et donc il travaille à justement trouver des débouchés aux agriculteurs qui sont maintenant contraints. Et de plus en plus, moi je suis confiant dans cette question des agriculteurs qui vont comprendre où sont les amis et où ceux qui leur racontent n'importe quoi. Donc moi je pense que les agriculteurs sont prêts aujourd'hui à aller dans le sens qu'on dit la sécurité alimentaire. C'est des acteurs clés, ce qu'ils ont toujours fait. Mais on leur a dit aujourd'hui, voilà, Pâques, vous cultivez tel type de légumes avec tel type de semences et tel type de produits. Bon, bah oui, bah, ils ont fait ce qu'on leur a dit. Et on réquisitionne tout pour faire de la culture humain puisse
Mm. Voilà, partir sur le principe que toute la nourriture ira pour nourrir les humains et non pas les humains. Est-ce que c'est tout bêtement un truc qui pourrait être une réponse? Alors, moi, je pense qu'il va falloir tendre, et c'est pas moi qui le dis, à une alimentation moins carnée. C'est pas non carné, mais moins carné. Manger moins de viande, c'est-à-dire que, enfin, moi, j'ai 44 ans. J'ai connu mes grands-parents. Bon, ils mangeaient pas autant de viande qu'aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, la viande, c'est facile. Mais c'est facile parce que ça passe par des circuits économiques qui sont pas très ragoûtants d'ailleurs, hein. Quand on voit l'épisode des lasagnes, vous vous rappelez, soi-disant au bœuf, il y avait du cheval dedans. Bon. Alors je fais une boucle comme ça pour dire que là, il va falloir se questionner sur notre alimentation. Est-ce qu'on n'est pas en mesure de manger moins de viande? Et avec les contraintes que nous avons, il va falloir le faire. Au-delà de dire c'est bien, c'est pas bien, il va falloir le faire. Donc effectivement, on gagne une boucle de rétroaction quand on fait de plus en plus de légumes et de moins en moins de viande. Mais maintenant, il faut aussi comprendre que c'est pas dans les habitudes des gens. Et si on contraint trop les gens à dire non, mais maintenant il faut arrêter de manger de la viande, ça ne marche pas. Il faut séduire. Et l'un des moyens d'arriver à du résultat, à transformer la société, c'est dire bon, ok, on mange moins de viande, mais est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on, quand on mange du chanvre légal, donc c'est du cannabis, mais version légale, euh, est-ce on n'a pas autant de protéines que dans un steak à la viande? Bah si, voire plus. Donc il y a tout un tas de choses à inventer pour qu'on arrive vers plus de végétal. Mais il faut travailler le goût, il faut faire du marketing, c'est affreux de dire ça comme ça, mais de la transition écologique et du bon sens. On n'a pas marketé le bon sens aujourd'hui. Est-ce que je réponds à peu près à votre question? Ouais, voilà. Résilience médicale. Question sur la résilience médicale. C'est l'un des sujets les plus traumatisants parce que effectivement il y a tellement plus en termes de molécules qui sont produites chez nous que c'est vraiment une problématique. En cas de crise systémique, il y aurait beaucoup de personnes qui seraient condamnées. Alors, je pense que vraiment c'est un sujet à aborder après les deux autres, hein, ça c'est, mais qui sont en parallèle, quoi, hein, c'est pas, c'est des cercles hein, qu'on met les uns sur les autres. Mais une fois, moi qui avais déjà pris peur, alors j'ai pas eu beaucoup peur dans mon métier, mais quand j'ai rencontré Stéphane Linou après, j'ai vraiment pris peur parce qu'avant mes plans d'évacuation étaient plutôt en campagne française. Là, j'ai compris que c'était même pas la peine. Mais bon, lui donc il m'avait fait peur. Mais après, j'ai eu quelqu'un qui m'a expliqué comment ça se passait au niveau médical. J'ai regardé autour de moi ceux qui avaient des petits problèmes de santé. Je me suis dit, est-ce qu'on trouverait ce dont ils ont besoin? Donc c'est une vraie question. Et là, je suis désolé de ne pas avoir une réponse très claire là-dessus. J'ai pas de réponse, mais dans les années 70, on était tous, ceux qui étaient dans le mouvement écolo, on était tous à vivre les bonnes nutrition. Et en limite, je me disais, mais tout ça c'est la connerie, les hôpitaux, Donc on parle des hôpitaux une nouvelle fois. etc. Il faut apprendre, vous avez à vivre avec, d'abord, si la santé, si on vit plus longtemps, c'est bien plus à cause de problèmes d'hygiène Donc on parle des problèmes d'hygiène. et, des hôpitaux. Oui. Donc si on apprend à vivre sobrement, Oui, donc la remarque, c'est si on apprend à vivre sobrement, on pourra vivre certainement plus longtemps. nos familles, dans toutes les familles, au moins 2 ou 3 cancers. C'est pas aussi comme n'importe quoi. Oui, et donc il y a une espèce de corrélation entre bouffer n'importe quoi et les cancers. J'ai fumé 3 paquets par jour. Ouais. Bon, en fumant 3 paquets par jour aussi. Il faut regarder les choses en place. La conversion de la société à une société plus sobre passera par des moments difficiles.
Alors, la difficulté de la sobriété. Alors ça, je suis pas certain. J'avais à l'époque, on avait bossé sur il était déjà féministe, on avait l'homme là, le mouvement de libération de la population, et on avait un médecin qui bossait avec nous, un médecin aurélien, et ce monsieur, il était complètement, je dirais, bourré dans les niches, et sa doctrine, et il est mort il y a 2 ans, il a traîné un cancer pendant Donc, il parle de quelqu'un qui a traîné un cancer pendant 16 ans. sans chimio, Et sans chimio. Et sa théorie c'était peut-être que j'aurais pas tenu aussi longtemps. donc, la personne atteinte du cancer, elle dit peut-être que je n'aurais pas tenu aussi longtemps avec une chimio. Les hôpitaux, c'est une création de société industrielle. Et les hôpitaux sont une création des sociétés industrielles. Alors là, c'est une nouvelle fois un vaste débat que je ne peux pas tenir, moi, n'étant pas médecin. C'est trop difficile pour moi de me positionner. La capacité de résilience d'un hôpital, c'est quoi? Ah bah ça tient à notre... c'est variable. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a la sûreté, d'accord, ce qui est mis en place dans un système pour que ça fonctionne, et le comportement humain. Je reprends le cas de Geneviève Girard qui nous explique. Non, c'est dans un article de presse où Enedis avait mis, donc suite à cette problématique dans la Drôme, là, je crois, de neige, donc qui avait coupé l'électricité, qui avait donc aussi coupé l'eau, hein, l'eau potable. Donc l'eau potable a été vite rétablie, mais l'électricité, non. Donc Enedis a mis des groupes électrogènes en place. Bon, ça c'est de la sûreté, ils font leur travail. Mais qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils sont allés piquer le carburant des groupes électrogènes. Ça, c'est le comportement humain. Et nous, ce qu'on veut éviter donc avec notre façon de faire, c'est le comportement humain de l'homme qui panique, l'homme avec un grand H. Pas de distinction. C'est l'homme, quand il panique, ça devient n'importe quoi. Et c'est long à calmer des gens qui paniquent. Donc, pour répondre à l'hôpital, on ne sait pas trop, mais ça va très très vite à se dégrader. Bon, moi, le but, c'est pas non plus de vous plomber le moral ce soir. Hein, hein. Non, ce qu'il faut, il y a un rapport d'échelle à avoir. Un rapport d'échelle, c'est quand tout le monde s'intéresse à un sujet et commence à le diffuser. La sécurité est là. Quand vous allez vous intéresser à ce que font les gens qui, justement, font de l'énergie partagée, et que vous allez trouver ça peut-être sympa, même pour vos économies, ben, naturellement, l'hôpital du coin, il est moins en danger. Parce qu'au bout d'un moment, vous aurez... Alors, c'est toujours un rapport d'échelle. Vous aurez peut-être de l'énergie à fournir pour les cas les plus dangereux. Peut-être pas on pourra peut-être pas sauver tout le monde à ce moment-là. Mais plus on s'intéresse à un sujet, plus le déni recule. Le danger, c'est quand on roule à 200 km/h, à 4 grammes, sans ceinture. C'est ça le vrai danger. La voiture, c'est pas le danger, la route, c'est pas le danger, c'est plutôt le comportement qui est le danger. Si vous faites si vous êtes beaucoup plus prudent, naturellement, le danger recule. Après, il y a ce qu'on peut mettre en place dans la voiture pour qu'elle soit sécurisée, même s'il y a un pet, que vous soyez. Mais ça va de concert avec l'humain. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'il y a plein de gens qui ont cherché et qui ont surtout trouvé des solutions. Nous, on ne s'embête pas avec SOS Mer, on ne fait la promotion que des choses qui fonctionnent. On ne peut pas se permettre de dire « Ah, c'est bien, telle piste ». C'est pas bon parce que les gens vont plonger dedans et vont se dire « Ah, c'est une solution ». Non. Ce qu'on essaie de préconiser, c'est ce qui a fonctionné dans des cas de crise. Et là, moi, je tracte vraiment pour qu'on ait de plus en plus de médecins qui ont eu à opérer sur des théâtres d'opération de guerre civile pour qu'ils viennent accréditer nos propos, non pas pour vous faire peur, mais simplement pour qu'ils vous rassurent sur le fait que la démarche de vous-même vous conscientiser est la clé de votre sécurité. Moi, je voulais savoir, par rapport à l'autonomie énergétique, il n'y a pas des choses qui sont mises en place dans les villes pour
justement que les villes soient plus autonomes en énergie. Par exemple, je sais pas, on parle des façades, je sais pas, des... Rapport d'échelle, une nouvelle fois. Il y a plein de petites solutions qui sont intéressantes, mais pas assez développées aujourd'hui. Là, je vais répondre à l'énergie, mais en repassant par le cas de Ingersheim. Ingersheim sur l'alimentation. Si les gens ne s'intéressent pas aux solutions qui sont inventées, comme quand Ingersheim a fait sa régie agricole communale et a commencé à passer des accords avec des AMAP et que les gens continuent à passer à côté de ça, il n'y a pas de sécurité qui se fait, ou très peu. Alors que si, effectivement, ce genre de solution, il en existe d'autres, devient de plus en plus populaire et que les gens se disent ouais mais de toute façon c'est vers ça qu'on doit aller parce que le monde qu'on imaginait infini va s'arrêter. Donc il faut qu'on invente un autre monde qui ne va pas non plus j'entendais tout à l'heure la sobriété c'est peut-être inconfortable. Non, c'est pas inconfortable. Il y a plein de choses qui sont très confortables qu'on fait avec moins d'énergie aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai posté sur SOS Mer le Low-Tech Lab. Le Low-Tech Lab, c'est des ingénieurs qui s'intéressent à faire le même confort moderne, mais avec quasiment pas d'énergie. Tout est en fin de compte quasi autonome. C'est-à-dire que si vous isolez bien la maison, vous avez quasiment plus besoin de chauffage. Vous avez tout un tas de systèmes qui ont été référencés et je vous invite vraiment à prendre connaissance du livre d'Isabelle Delannoy sur l'économie symbiotique. Il y a plein de solutions qui existent. Mais ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est leur rapport d'échelle. C'est à quel point les gens s'intéressent au fait de changer de monde. Parce que on leur raconte à la télé que tout va continuer comme avant. On a les mêmes... Regardez bien. Prenez les médias mainstream. Mainstream, donc, c'est grande audience, grande écoute. On se voyage dans le temps, d'accord ? Et on se remet en 2006. Et vous écoutez les experts de l'économie qui vous parlent de 2007, parce qu'on est à la fin de 2006. 2007 va être une année formidable, ouais, la croissance, machin. C'est les mêmes guignols qu'on retrouve là à nous dire que les années prochaines, ça va aller à peu près, il ne faut pas trop s'inquiéter. 2007, il y a quand même des gens qui ont perdu leur maison dans les subprimes. Il y a des gens qui ont tout perdu. Et le mainstream, c'est pas l'évangile. Là, pour notre sécurité, il va falloir justement commencer à aller chercher notre information. Et ce qu'on fait à SOS Mer, c'est pas dit dans les grands médias d'écoute. Hein. Vous n'avez pas Jean-Pierre Pernaut qui, le midi, même si Jean-Pierre Pernaut est venu à une de mes opérations caritatives, donc j'ai rien contre Jean-Pierre Pernaut, mais il ne vous raconte pas que Ginette, après avoir fait cuire ses andouillettes, est allée voir son DICRIM pour que la sécurité nationale augmente. Non. Voilà. Donc l'énergie, c'est pareil. On peut effectivement arriver à des systèmes qui nous fassent plus de résilience pour plein de domaines, peut-être médical, parce que quand les gens vont se rendre compte qu'il faut tel type de molécules, c'est hyper important, peut-être qu'on va les recréer, parce que les gens vont être en capacité de mobiliser des fonds vers ça. C'est ça la clé aussi. C'est aussi une question économique. Ok. Merci. Ouais, donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Ou... Hein, vous allez bien dormir quand même, ça va aller. Tout ça. Merci à vous. Avec le groupe local Ensemble pour le climat, il y a le projet d'écrire, d'interpeller les candidats aux élections municipales. Donc peut-être qu'on va s'intéresser au DICRIM et leur révéler ce que c'est que le DICRIM et peut-être les intéresser à ce sujet-là. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.